J'ai pas l'habitude de parler de moi, même si je le fais un peu dans mes articles en filigrane, mais à l'écrit, c'est plus facile qu'à l'oral. Très contente d'avoir commencé à enregistrer au moment où tu disais ça. Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et en ce 14 février, fête de l'amour, je voulais tendre le micro à mon coup de cœur de l'année 2018. Restons calmes, ce n'est pas ma moitié que je présente, c'est quelqu'un que j'ai rencontré l'année dernière et qui m'a passionnée. Par mon métier, j'ai la chance de faire énormément de rencontres et pourtant, je compte sur les doigts d'une main celle qui me touche comme un coup de foudre. Avant de te présenter mon invité de la semaine, laisse-moi te parler du contexte. En 2018, Fabrice Florent, fondateur de Mademoiselle, cherche le ou la rédactrice en chef de son futur projet. Un nouveau magazine féminin pour les mademoiselles qui ont grandi, qui ont fait le tour des premières fois de la vie de jeune adulte et qui s'installent progressivement mais sûrement dans la vie d'adulte. Moi aussi, je fais passer les entretiens aux candidates shortlistées. Et c'est dans ces circonstances que j'ai passé près de 2 heures avec Clémence Boyer, qui deviendra la rédactrice en chef de Rocky. Clémence et moi sommes très différentes et pourtant très semblables. Un joli paradoxe qu'on a exploré pendant plus d'1 heure et demie sur le canapé où s'enregistrent les épisodes de Sois gentille, dis merci, fais un bisou. Avant de lui passer la parole, je t'invite à aller découvrir les podcasts produits par Rocky. Il y a Histoire de Daron, que tu connais peut-être déjà. En fait, je pense qu'il est temps de libérer la parole des pères sur le sujet de la paternité. Histoire de Daron, c'est exactement le genre d'entretien que j'aurais adoré écouter. Donc j'ai décidé, plutôt que d'attendre que quelqu'un s'empare du sujet, de m'y mettre moi-même et de vous les proposer. Alors vous pourrez retrouver sur cette chaîne un nouvel épisode tous les 15 jours, les premiers et les 3e lundis de chaque mois. Ça, c'est notre rendez-vous. Les premiers et les 3e lundis de chaque mois, ça va pas changer. Alors je vais interviewer des moins anonymes, donc des gens déjà connus que vous connaissez peut-être ou que vous allez peut-être découvrir. Mais je vais aussi interviewer des anonymes. Mais l'un de mes objectifs, c'est de réussir à vous présenter un maximum de diversité dans les différentes histoires. Alors prenez le temps de vous abonner si ça vous plaît. Un grand merci pour votre écoute et à très bientôt. Rocky a également lancé un 2e podcast, Histoire de couple, co-présenté par Fab et Clémence. Chaque épisode présente l'interview parcours-portrait d'un couple. Salut, c'est Fab, le taulier d'Histoire de Daron, un podcast où je reçois tous les 15 jours des pères qui me parlent de leur rapport à la paternité. En le réalisant, je me suis plusieurs fois fait la réflexion que j'aurais bien aimé avoir le point de vue des mères sur leur récit. Parce que souvent, dans un couple, on ne vit pas le même événement de la même façon. Alors, on a décidé avec Clémence, la rédactrice en chef de Rocky, le nouveau magazine Post-Mademoiselle, de créer un podcast et de l'appeler Histoire de couple. Pour te résumer le concept, on va inviter 2 fois par mois un couple pour qu'ils nous racontent ensemble leur histoire. Parce qu'au final, comme le chante William Scheller, ça reste un peu mystérieux, les gens qui s'aiment. Qu'est-ce qui les a fait tomber amoureux ? Pourquoi est-ce qu'ils ou elles continuent, jour après jour, de partager leur petit bonheur, leur chagrin, leur lit et leur panier de linge sale ? Vous pourrez retrouver un nouvel épisode tous les 2e et 4e lundis du mois. À très vite. Salut! Je t'invite à aller découvrir ces 2 podcasts en t'abonnant à leurs flux respectifs et au flux de Rocky pour ne pas rater les futures nouveautés. Si tu aimes Sois gentil, dis merci, fais un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et maintenant, place à Clémence Boyer, rédactrice en chef de Rocky. Bonjour Clémence. Salut Clémence. Je suis tellement contente que tu dises ça. Est-ce que je suis la première Clémence à venir dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou ? Je pense, oui, absolument. Ah, trop bien, je vais encore savourer cette blague. Il faut savoir que Clémence fait cette blague depuis mon arrivée à la rédac il y a 6 mois, donc... Mais on ne s'en lasse pas, hein, finalement. Mais du coup, je suis obligée de te présenter car bonjour Clémence, c'est très peu explicite. Donc, tu t'appelles Clémence Boyer et tu es rédactrice en chef de Rocky. Nous sommes les 2 rédactrices en chef, moi de Mademoiselle et toi de Rocky, qui est la grande sœur de Mademoiselle, on peut dire ça ? Comment tu présentes Rocky d'habitude ? Moi, souvent, je dis que Rocky, c'est le magazine pour les mademoiselles qui ont grandi. Parfois, je dis que Rocky, c'est la grande petite sœur de Mademoiselle ou la petite grande sœur de Mademoiselle. Je ne sais pas. Parce que Rocky est pas du tout l'ancienneté et la puissance qu'a Mademoiselle encore, mais a les mêmes valeurs et j'espère prendra le même chemin que Mademoiselle, mais sur des thématiques qui concernent plutôt des trentenaires, en tout cas des femmes qui sont dans la vie active plus que des étudiants. Cet épisode va être diffusé le 14 février.
car tu es mon coup de cœur professionnel Oh. de l'année dernière. Je voulais cette date symbolique pour faire ton épisode. Au 14 février, donc, Rocky aura à peine 1 mois. Oui, 1 mois et quelques jours. Mais toi, ça fait beaucoup plus longtemps que tu as commencé à travailler sur le projet. Ouais, ça fait 5 mois et demi que je suis là. Avant qu'on arrive dans la partie classique de cette interview, où on va répondre aux questions que... Tu vas répondre plutôt aux questions que tu as choisies. Je travaille très peu dans ce podcast, je l'avoue. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur comment tu es arrivé sur ce projet, sur Rocky. Parce qu'en vérité, avant, tu as travaillé comme journaliste aux Échos. Tu as monté les Échos Start. Tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a pris de tout plaquer pour te lancer dans un projet qui n'existe pas et travailler dans l'ombre pendant quoi, 4-5 mois? Alors, je pense que à l'origine, c'est surtout que j'étais une lectrice de Mademoiselle. Je le suis toujours, mais j'ai commencé il y a longtemps. Quand j'avais 17-18 ans, je lisais Mademoiselle. J'ai passé beaucoup de temps sur le forum de Mademoiselle. Et puis, je me suis par moments un peu plus éloignée du site quand j'avais le sentiment que les articles me correspondaient moins ou quand... je me suis intéressée à d'autres médias, mais j'ai toujours gardé un lien avec Mademoiselle et j'ai toujours gardé un lien avec le site, aller lire les articles. Et en fait, un jour, j'ai vu passer une offre sur Facebook. J'étais en pyjama, c'était un dimanche. Et j'ai vu pour la première fois, alors on parlait pas de Rocky à l'époque parce qu'on parlait du projet Madame. Le nom de code. C'était le nom de code, voilà. Et donc, où Fabrice expliquait ce que ça allait être. Et en fait... je me suis dit, mais c'est incroyable parce que la création de ce magazine, ça rassemble plein de choses qui sont hyper importantes pour moi. À la fois d'être dans une rédaction avec des valeurs féministes, en tout cas de défense des droits des femmes, de sororité, de bienveillance. Et à la fois, il y avait toute une dimension autour de la vie professionnelle, de la carrière, d'accompagner les femmes dans leur vie professionnelle. Et ça, c'était quelque chose que j'avais commencé à faire aux EchoStart, puisque les EchoStart, c'est un média lancé par le groupe Les Échos. Et donc, j'ai participé au lancement il y a 3 ans, qui s'adressait aux jeunes actifs. Et au sein des EchoStart, j'avais lancé un peu une verticale qui s'appelait 52%, et qui voulait rappeler que les femmes, c'était 52% de la population française et qu'il y avait des choses à faire pour les aider dans leur vie pro. Et donc, pouvoir continuer à faire ça et élargir sur d'autres thématiques de la parentalité, de la vie de couple, de la sexualité après 30 ans. Tout ça, c'était vraiment des sujets qui m'intéressaient. Et me dire, moi j'ai grandi avec Mademoiselle et maintenant je vais peut-être pouvoir aider d'autres personnes à continuer à grandir parce que je pense qu'on grandit toute sa vie en fait avec Rocky. C'était vraiment une chance incroyable, donc je me suis dit allez, on essaye. C'est vrai que je suis en train de penser que pendant que moi j'étais la rédactrice Actu Société féministe ces dernières années et puis rédac chef de Mademoiselle, pendant qu'il y a eu MeToo, pendant qu'il y a eu toute cette progression du féminisme, moi j'étais dans ce cocon, on l'a appelé la bulle, puisque avec l'élection de Donald Trump, c'était la sortie de la bulle. Mais pendant tout ce temps, on était dans une bulle un peu protectrice. Et pendant tout ce temps-là, toi, t'étais sur le même métier que moi, mais aux Échos. Mais dans un monde beaucoup plus mixte. Et avant, chez Challenge, donc aussi un magazine économique. Donc, pas du tout la même ambiance de rédaction. D'ailleurs, ça me fait rire parce que mon premier poste en rédaction, donc, c'était chez Challenge. Et j'étais dans un service où il n'y avait que des hommes. J'étais la seule fille parce que j'étais au service high-tech et médias. Et après, quand je suis arrivée chez Mademoiselle, il y a que des femmes. Donc vraiment, c'était la différence. C'est très marrant en termes de mode de fonctionnement et d'ambiance. Ça change tout. Après, moi, je pense que j'ai plutôt de la chance parce que j'ai pas le sentiment personnellement d'avoir été confrontée à beaucoup d'attitudes sexistes, parfois un peu de paternalisme. C'était toujours bienveillant. C'était ça va aller, cet article, t'es sûr, c'est pas trop dur pour toi, tout ça. Mais ça restait vraiment bienveillant, c'était jamais agressif ou offensant, ou je me suis jamais sentie en danger ou mal à l'aise ou pas à ma place. Donc ça, je pense que j'ai eu de la chance là-dessus parce qu'il y a des histoires dans le journalisme qui sont bien plus terribles. Oui. Oui. Après, par contre, déporter des sujets féministes, j'ai vraiment senti une évolution sur ces 5 dernières années. Quand j'ai commencé, ça intéressait moins de monde dans les rédactions, ça paraissait moins important.
on disait oui, bon, peut-être, tu sais, je sais pas si c'est l'actu vraiment. Et je sais pas si c'est l'actu. Oui. C'est très bien comme phrase. Et alors que là, c'est tout le temps l'actu. J'ai aussi entendu pas mal d'histoires de guerre dans le journalisme, mais je voudrais rebondir sur le sexisme bienveillant. Souvent, le problème, c'est que quand tu manques un peu de confiance en toi de base, ce paternalisme, parce que c'est vraiment plutôt ça, peut t'attaquer encore plus. Mais toi, du coup, c'est pas des choses qui te faisaient douter. Alors, j'ai douté, je doute encore, je douterai sûrement un gros bout de ma vie professionnelle. Après, ça m'a jamais découragée, ou je me suis jamais dit que je serais pas à la hauteur ou que j'allais pas y arriver. En tout cas, je me suis jamais dit ça plus de 30 minutes, quoi. Sur le moment, oui, parfois, face à un papier un peu complexe, ça pouvait me rajouter un peu d'inquiétude. Mais en fait, je me mets très bien la pression toute seule. Donc moi, j'ai pas trop besoin qu'on me mette la pression. Et en même temps, une fois que j'ai la pression, j'attaque le sujet et j'y vais. Et donc non, j'ai pas le sentiment que ça m'ait déstabilisé ou que ça m'ait découragé. Et après, j'ai quand même plutôt aussi été bien entourée. À la fois avec des femmes journalistes de mon âge ou un peu plus âgées que moi, et c'est un truc dont j'avais pas conscience avant de travailler en rédaction, mais en fait le fait d'être plusieurs sur un titre, sur un média, et de pouvoir échanger ensemble sur tes sujets, exprimer tes doutes justement auprès d'oreilles attentives et bienveillantes, ça t'aide à te débloquer très souvent. Et dans quasiment toutes les rédactions où j'ai été, j'ai eu ces interlocutrices-là et je les remercie. Quand tu étais confrontée à des manifestations de sexisme ordinaire ou sexisme bienveillant, tu savais déjà à cette époque, à ce moment-là, ah, ça c'est parce que je suis une femme qu'on me dit ça? Ou est-ce que tu avais quand même une période de pourquoi est-ce que je prends cette remarque? Et en fait, j'essaie d'identifier, toi en tant que donc, lectrice de Mademoiselle, sur toute cette période-là, à quel point la lecture du magazine t'aidait à décrypter ce que tu pouvais vivre, versus il y avait un peu une dichotomie sur internet, t'arrives très bien à voir le sexisme et ça fait bouillir la colère, et dans ta vie t'arrives pas forcément à le voir et ça te fragilise. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis en train de réfléchir très fort en même temps et d'essayer de me reprojeter il y a 4 ou 5 ans. En fait, j'avais l'impression de le voir et de pouvoir le rationaliser quand même. Quand je me prenais une petite réflexion en mode « Ah, t'es sûr, tu vas y arriver ?» je me dis marrant qu'ils me disent ça à moi et pas à mon jeune collègue qui lui aussi a un papier quand même compliqué à faire. Donc oui, je pense que j'arrivais à m'en rendre compte. Après, je te dis ça, ça n'empêche que sur un de mes précédents postes, j'ai été embauchée à un salaire 100 € inférieur au salaire d'un mec qui avait moins d'expérience que moi, moins de diplôme que moi, et on avait le même âge. Et, comment tu l'as su? Parce qu'on en a parlé, et lui il m'a tout bonnement annoncé son salaire, et j'ai fait... Et on est rentré vraiment au même poste, au même moment dans la boîte, mais lui, on lui avait proposé 100 € de plus. Donc tu vois, on a beau être... Donc après, à partir du moment où j'ai su ça, je suis allée demander pourquoi, parce que ça me paraissait bizarre quand même. Et on m'a donné une augmentation sans discuter. Mais sur le moment, vraiment, quand tu te rends compte de ça, tu te dis mais en fait, je suis trop bête, quoi, parce que on m'a proposé une somme, j'ai même pas essayé de la négocier. Et lui, on lui avait proposé une somme supérieure. Et voilà. Lui non plus, il n'avait pas négocié. Il avait accepté sa proposition. Parce que souvent, c'est ça, une des explications. Oui, que les hommes, eux, négocient. Ouais. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote dans Sois gentil, parce que maintenant, j'arrive à un point où je ne sais plus ce que j'ai raconté ou pas. Pardon. Quand j'ai décroché, moi, mon premier job après mes études, je me souviens, on m'a fait donc une proposition de salaire en me disant c'est sur la grille, selon tes diplômes, machin, etc. C'est de temps. Toutes mes potes filles d'école m'ont dit ouais, trop bien, bravo, félicitations, etc. Tous mes potes mecs m'ont dit négocie. Du coup, t'as négocié après? Non, j'ai pas du tout négocié parce que c'était très haut. J'avais pas besoin de négocier. Ça me plaçait déjà dans les 30% des actifs les mieux payés de France. J'avais 23 ans et j'étais là, oui, ça me convient très bien pour ce que je vais faire. Tout en sachant qu'en plus, dans des groupes comme ça, il y a des grilles, ouais. Ouais, quand tu montes,
d'augmenter à l'ancienneté, enfin ce genre de choses. Donc j'étais pas... Mais juste le réflexe de mes amis mecs de venir dire négocie, j'étais là, non, enfin... Mais là, je discutais hier avec une professeure de l'école de commerce d'Audencia à Nantes qui a lancé une formation pour apprendre aux femmes à négocier. Et j'en ai fait d'ailleurs un article sur Rookie avec des conseils concrets pour négocier son salaire et demander des augmentations. Et elle me disait qu'en fait, une femme sur 8 ne négociait pas son salaire quand on lui proposait un poste, alors que seulement un homme sur 2 ne négocie pas son salaire. C'est peut-être parce qu'on est des bonnes élèves et que je pense que... Alors moi, c'est sûr que c'est ça. C'est j'ai hérité de l'école. Si je travaille bien, j'ai des bonnes notes. Si je travaille bien, j'ai une augmentation. Et ça ne tombe pas tout seul dans le monde professionnel. Il faut demander. Ouais, c'est vrai que quand j'ai compris ça, j'ai mis longtemps à le comprendre, mais... vraiment naïvement, quand toute ta scolarité, tu as bien travaillé et derrière, tu as été récompensé, entre guillemets, parce que tu as eu des diplômes, les écoles que tu voulais, et qu'ensuite, tu découvres que dans le monde professionnel, on peut t'oublier très bien pendant longtemps sur une étagère si tu ne demandes rien, et ouais, ça fait un petit choc. Je vais te poser la première question que tu as choisie dans la liste des questions, mais pas du tout d'ailleurs, parce que ma première question, c'est toujours la même. On est parti dans la discussion, là, du coup, j'ai déraillé aussi. Clémence, quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ? Alors, quand j'avais 7 ans, je pense que j'étais sage. Hein. C'est un peu le thème du podcast, donc je ne déroge pas à la règle. J'étais aussi, je pense, assez créative, parce que je pouvais passer des heures à jouer dans ma chambre et à inventer des histoires, en fait, avec des Playmobil, des poupées, des peluches, des caplas, enfin tout ce qui me tombait sous la main. Vraiment, et ça pouvait durer plusieurs jours, en fait. Donc, il fallait laisser tous les jouets positionnés à leur place dans la chambre. Et donc, c'était une galère quand mes parents voulaient venir me coucher, par exemple, le soir, parce qu'ils devaient enjamber les Playmobil et surtout ne pas faire tomber les caplas sur le sol. Voilà. Après, j'étais l'aînée. À 7 ans, j'avais déjà un petit frère et une petite sœur. Et après, j'ai eu encore un petit frère plus tard. Et je pense que la position d'aîné fait que assez rapidement, je me suis sentie le devoir d'être responsable et de pas causer de problèmes. Donc j'ai pas trop le souvenir d'avoir fait des bêtises, par exemple. Ou je pense que oui, j'étais très raisonnable comme petite fille. Et je me suis toujours sentie un peu entre le monde des adultes et le monde des enfants. Ça, je sais pas si c'est le fait d'être l'aînée, mais je veux dire, il y avait le camp des parents, le camp des enfants, et moi, j'étais quand même un peu celle qui devait faire le lien entre les deux moitiés de la famille. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Personne ne me demandait rien, mais moi, je me suis mis dans cette position-là, un petit peu. Tes parents te l'ont pas demandé ? Il n'y a pas un moment dans ton enfance où ils ont commencé à t'inviter plus dans le camp des adultes ? Par exemple, te demander à participer plus aux tâches ménagères ou à être un peu plus babysitter que juste la grande sœur qui jouait avec ses frères et sœurs ? Quand mon dernier frère est né, j'avais 12 ans, donc je me rappelle que je l'ai effectivement un peu gardé quand il était petit, mais après, en fait, je le gardais quand même avec mon autre frère qui lui avait 10 ans, et c'était un peu une double responsabilité qu'on avait. C'était plus, en fait, cette position de médiateur, c'était plus au moment des conflits où... En fait, quand il y avait des conflits entre les parents et l'un des autres enfants, moi j'avais plutôt tendance à essayer d'arrondir les angles et pour qu'ils discutent entre eux et qu'ils comprennent la position des uns et des autres. Voilà. Mais après, est-ce que mes parents, inconsciemment, enfin sans que j'en ai conscience, m'ont tendu des perches pour que j'occupe ce rôle-là ? Là, j'ai pas d'exemple, je me rappelle pas. Ou toi, est-ce que tu l'as spontanément investi ? Moi, je me souviens qu'en 6e, parce que j'ai aussi même écart avec mon cadet. J'ai 2 frères, moi, et 2 ans d'écart avec mon cadet, 5 avec le Benjamin. Et quand je suis entrée en 6e, je me souviens, j'avais demandé à ma mère, je vais apprendre à faire à manger, etc. Non, c'est dangereux, machin. Puis ma mère, elle a recommencé à travailler après son dernier congé maths. Et 2 semaines après avoir commencé à travailler, Clémence, est-ce que tu veux toujours apprendre à faire à manger ? Car j'allais devenir assez vite le 3e adulte de la maison, et c'est
eux, ils m'ont juste confié quelques responsabilités qui étaient ils allaient placer une casserole d'eau sur le feu, ils allaient m'appeler à 18h45 et me dire allume l'eau. Si ça bout avant que je sois rentrée, baisse le feu. Enfin, ce genre de choses. Des petits trucs comme ça. Petites choses. Mais moi, je m'étais auto-investie du rôle de je suis le 3e adulte de la maison, le gradé suivant dans l'ordre de la hiérarchie. Et en fait, quand ils sont pas là, oui, c'est moi qui décide ce qu'on fait ou pas. S'il y en a un qui est en train de les servir des goûters dans l'armoire à goûter, je fais non, regarde, il est telle heure. Maman, elle rentre dans tant de temps, papa, il rentre dans tant de temps, ça veut dire qu'on va manger à telle heure, donc tu attends. Et sinon, tu as le droit de manger une pomme. Enfin, je faisais un peu la nounou. Mais je suis à peu près sûre que je me suis autant, sinon plus, investie dans le rôle que laissée mettre dans ce rôle par eux. Oui, moi je pense que j'avais un peu des choses comme ça. Ça m'a parlé quand tu t'es dit il y a la casserole sur le feu. Moi c'était alors tu surveilles dans le four parce que sinon ça va brûler, etc. Donc oui, probablement que je me sentais valorisée aussi par cette position et que j'étais heureuse qu'on me fasse confiance aussi et j'étais heureuse qu'on me dise de moi que j'étais quelqu'un de responsable. Et ça me fait d'ailleurs toujours plaisir aujourd'hui que ce soit une qualité qu'on me reconnaisse. Mais du coup, ça implique que j'ai pas fait de crise d'adolescence, j'ai pas fait de bêtises. Enfin, parfois on en parle avec des amis où ils racontent les trucs les plus fous, les plus graves qu'ils ont fait quand ils étaient plus jeunes. Et moi, je suis là. J'ai pas grand chose. Je crois vers 6 ans, j'ai dû découper les cheveux de mon petit frère et ça s'arrête là en fait. Donc voilà. Je me reconnais tellement dans ton parcours. Mais t'as pas fait du tout de crise d'adolescence ou tu l'as faite beaucoup plus tard? Je l'attends, peut-être qu'elle va arriver. Ça va être tellement bien quand ça va t'arriver. Je dis ça parce que moi du coup je l'ai faite à 26 ans. J'ai fait un burn-out et c'est après mon burn-out que j'ai fait. Et si j'arrêtais de laisser les autres me dire quoi faire ou de prendre ma reconnaissance dans ce que les autres pensent de moi ou ce qu'ils attendent de moi. Et je fais une crise d'adolescence vraiment. Et c'est comme la varicelle. Hein. Plus tu l'attrapes tôt, moins c'est douloureux. J'ai hâte. Yes, moi aussi. Tu parlais à l'instant d'avoir un rôle un peu de médiatrice dans les conflits. Comment ça se passait pour toi à l'école? Et je pense plus aux âges collège-lycée où justement les dynamiques de groupe peuvent être parfois extrêmement cruelles. Est-ce que tu avais aussi ce rôle auto-investi de médiatrice? T'étais où dans la hiérarchie sociale collège-lycée? Ça a beaucoup changé au fil des années. Quand je suis arrivée en 6e au collège, j'ai été mise... en fait, dans mon école primaire, la moitié des élèves allaient dans un collège et la moitié des élèves allaient dans un autre collège. Parce que l'école primaire était au milieu de la zone et donc selon l'endroit de la ville où tu habitais, tu allais dans tel ou tel collège. Et donc je me suis retrouvée dans un collège avec une partie de mes amis, mais dans ma classe, je ne connaissais personne. J'étais vraiment... je suis arrivée, ils ont fait l'appel et j'ai fait « mais je ne connais aucun des noms qui sont dans la classe de 6e 1, c'est terrible ». Et on n'était pas beaucoup de filles dans cette classe-là. Et donc, assez naturellement, on est devenus amis. Mais il y a vraiment eu des dynamiques de groupe où, par moments, j'ai été vraiment mise à l'écart de ce groupe-là parce que, je sais pas, j'avais pas les bonnes fringues. Je pense que d'être l'aînée aussi, j'avais pas les références culturelles. Enfin... Je m'habillais avec des pulls tricotés par ma grand-mère. Enfin, j'étais pas la cool kid de 6e 1, c'est clair. Et du coup, il y a des moments en 6e, 5e où je me suis sentie rejetée, où ça a été dur. Après, je sais pas pourquoi, mais j'ai été toujours assez confiante dans ma propre valeur. Enfin, c'est très prétentieux de dire ça, mais en fait... Même si j'étais rejetée, je me disais pas c'est parce que t'es nulle ou que tu vaux rien. Je me disais je suis rejetée, c'est dommage parce que je pense qu'en fait j'ai des trucs à leur apporter à ces gens-là et que ils pourraient être intéressés par moi en fait et on s'est pas compris. Tu vois, je le vivais plus genre c'est un malentendu parce que au fond je pense que je suis quelqu'un d'intéressant et de sympa et on pourrait être amis en fait et que ça se passe bien. Après, ça s'est un peu arrangé en 5e, 4e.
En quatrième, j'avais vraiment une bonne bande de copines et de copains, et c'était vraiment là, la grosse bande d'ados. On était une quinzaine, on se retrouvait après les cours, on allait au McDo, on allait jouer au foot. Enfin voilà, la vie des collégiens de 13 ans, quoi, globalement 13-14 ans. Et puis en troisième, c'est une de mes questions, alors je spoil un peu. Alors c'est quelle question, dis-moi? C'est que la première fois où tu as défendu ton avis. La première fois que tu as défendu ton avis. Excellente transition, merci beaucoup. Je t'en prie. Et donc en troisième, vers la fin de l'année, on a tous été, toute la bande, on a été invités à un anniversaire. Et c'était le premier anniversaire où il y avait de l'alcool. Alors, je ne sais pas si les collégiens d'aujourd'hui boivent de l'alcool plus jeune, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'était la première fois, et avec ma bande aussi, qu'on était à une fête où il n'y avait pas d'adultes et où il y avait de l'alcool. Troisième, c'est 14-15 ans? Ouais, 14. Oui, 14, oui, c'est vrai. Et donc, du coup, tout le monde a commencé à boire, mais pas moi, parce que j'étais vraiment anti-alcool. Bon, ça a changé depuis, mais je pense que ça me faisait peur, en fait, et je me disais, on n'a pas besoin de ça pour s'amuser. Mais du coup, tout le monde avait l'air de trouver ça trop cool de pouvoir boire de l'alcool, et ça s'est pas mal fini, enfin, pas à ma connaissance, mais il y a quand même des gens qui ont vomi, des gens qui ont pleuré, des gens qui se sont cassés la figure en tombant d'une table. Enfin, ah bah ça, de l'alcool sur des jeunes de 14 ans sans supervision, il y a peu de chance pour que tout se passe bien. Voilà, bon, du coup ça s'est terminé comme ça, et à l'époque j'avais un Skyblog, et et en rentrant chez moi le lendemain, j'ai écrit un post de blog. Là, en y repensant, j'ai honte, mais à l'époque, c'était vraiment, j'étais fière, quoi, de défendre mon opinion et de dire vraiment, est-ce qu'on a que 14 ans, est-ce qu'on a besoin d'alcool à 14 ans pour s'amuser, est-ce que on n'aurait pas pu passer une meilleure soirée, on ne s'aurait pas gâché la soirée s'il n'y avait pas eu d'alcool, voilà. Et c'était très pompeux dans mon souvenir, et pas très sympa du coup pour mes potes qui avaient bu de l'alcool et qui, eux, avaient pas eu le sentiment de passer une mauvaise soirée, je pense. Parce que t'étais la seule à pas avoir bu ce soir-là. On était peut-être 2 ou 3 sur une vingtaine de personnes. Et tous ceux qui ont bu, c'était tous dans l'excès, ou il y en a que quelques-uns qui ont bu genre une Heineken et ça va, quoi, ils étaient pompettes, mais ils marchaient droit, quoi. Il y avait un peu de tout. Il y en a qui étaient vraiment dans l'excès, et il y en a effectivement, non, ils avaient juste bu un peu d'alcool et ça allait. Mais en fait, ce qui m'avait, je pense, énervé, c'est que tout le monde était très centré autour des gens qui buvaient. C'est-à-dire que même ceux qui ne buvaient pas ou qui buvaient qu'un peu étaient là en train de commenter, de se moquer, de rigoler des gens qui, eux, avaient trop bu et faisaient un peu n'importe quoi. Le sujet, c'était l'alcool. Voilà, c'est ça. Et moi, j'avais l'impression que ça avait complètement décentré le sujet, qui pour moi, le sujet, c'est l'anniversaire de machin, il a 14 ans, on est tous réunis pour célébrer ça, quoi. Et alors, surprise ou pas, ce post de blog n'a pas du tout été bien perçu par l'ensemble du groupe. Et du coup, vraiment, du jour au lendemain, les 3/4 de mes amis ont arrêté de me parler. Après, c'était la fin de l'année, donc dans mes souvenirs, c'était pas si terrible parce qu'on est tous partis en vacances pendant l'été et qu'on s'est retrouvés au lycée, tout le monde n'était pas forcément là, il y avait plus de nouvelles personnes, etc. Donc, pour moi, j'ai eu un peu l'impression que j'ai fait un genre de sabotage, mais voilà, c'était la fin de mes années collège et d'une manière un peu étrange. Ton post de blog donc sur internet, c'était accessible aux adultes? Il y a des parents qui l'ont vu, ou c'est resté dans votre cercle d'enfants? C'était accessible aux adultes au sens où il fallait qu'ils aient l'adresse du Skyblog. Après, je pense pas que des adultes. Toi, tu l'avais pas montré à tes parents? Non, j'en étais pas fière à ce point-là. Mais j'avais dû leur en parler. Dans mon souvenir, ouais, j'avais dû leur en parler. Je souris un peu en t'écoutant car j'ai l'impression d'entendre mon histoire. Alors j'ai une question avant. À quel âge t'as commencé à boire ou bu pour la première fois? Parce qu'après moi je réponds à la même question. Donc je dirais en première. Oh damn it. Toi aussi? 19 ans, en première année de Sciences Po. Ah ouais. Ah non, je restais anti-alcool très très longtemps, mais pour exactement les mêmes raisons. C'est-à-dire que je trouve qu'en France on a
en tout cas, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui dans les familles, mais j'ai la sensation d'avoir eu, avec mes amis aussi, une bonne éducation à l'alcool. C'est-à-dire qu'on m'a toujours dit, et je viens de la campagne mosellane, hein, donc pas d'un quartier intramuros à Paris, hein. J'ai l'impression qu'il y a toujours eu un discours responsable autour de l'alcool, c'est pas anodin, c'est pas automatique, les différentes façons de boire, entre les moments où mes parents dégustaient un vin ou quelque chose, et parfois quand on faisait des fêtes où il y avait la tireuse, le fût, et alors il y en a qui finissaient, qui roulaient sous la table, ils nous ont toujours sensibilisés en fait à tout ça. Et donc oui, j'avais ce côté, je ne comprenais pas l'intérêt des 15, 16, 17 ans là, de transformer des soirées en beuverie. Pourquoi ? Je ne sais pas, enfin je n'ai pas compris. Et en plus, entre-temps, j'avais été 1 an au Canada, et la toute première soirée à laquelle j'étais, c'était une fête comme font les lycéens, mais donc comme dans les séries, c'est-à-dire c'est un feu de camp au milieu de la forêt, où tu viens avec ton alcool et que tu as réussi à acheter machin et tout. Et le but, c'est de finir ivre-mort, quoi. Je suis là, vraiment, je comprends pas le concept de l'entertainment de cette soirée. Donc, I feel you, sister. J'aurais bien aimé que tu sois dans mon collège. La première fois que tu as rencontré un obstacle. Alors, la première fois que j'ai rencontré un obstacle, c'était en seconde, où en fait j'avais décidé pendant l'été de m'inscrire pour passer le concours d'entrée du conservatoire de Grenoble en théâtre, parce que ça faisait plusieurs années que je faisais du théâtre, mais dans une petite troupe associative pendant que j'étais au collège, à côté des cours, et j'aimais bien ça. J'avais un peu dans l'idée d'être comédienne à l'époque, et je m'étais dit le conservatoire c'est pas mal, mais je m'étais préparée, j'avais préparé des textes pour les auditions et tout ça, mais j'avais pas vraiment été accompagnée par des comédiens ou des gens qui avaient déjà passé le concours là pour le préparer. Et en fait, je suis arrivée à la rentrée en septembre, le jour des auditions, et je suis arrivée avec en face de moi des candidats et des candidates qui vraiment avaient une culture théâtrale que moi je n'avais pas, quoi. Moi, j'avais joué surtout un peu de la comédie des boulevards, enfin des pièces comiques, un peu de Molière, et ça s'arrêtait là, quoi. J'avais aucune culture du théâtre contemporain. J'étais pas beaucoup allée au théâtre avec ma famille quand j'étais plus jeune, et donc vraiment en fait c'est le moment où je me suis sentie inculte, complètement décalée, pas du tout à ma place, et je pense que ça s'est ressenti pendant les auditions parce que j'ai fait un truc super nul, et voilà. Et je me rappelle qu'il y avait notamment une autre fille de ma classe de seconde qui passait l'audition en même temps que moi, qui m'impressionnait énormément parce que elle justement j'avais l'impression qu'elle allait au théâtre toutes les semaines, qu'elle avait lu plein de pièces de théâtre, qu'elle avait joué des rôles, c'était une vraie qu'elle pouvait jouer des rôles dramatiques, voilà. Et elle a été prise effectivement, et moi non. Et sur le moment, j'étais vraiment hyper déçue, et du coup j'ai continué à faire du théâtre avec le club théâtre du lycée et tout ça, mais j'ai complètement mis de côté cette ambition professionnelle là de se dire j'aimerais bien être comédienne un jour, en faire mon métier. Et là vraiment je me suis dit en fait laisse tomber, t'as trop de retard. C'est fou de se dire ça à 15 ans, enfin c'est bête. Mais sur le moment, c'est vraiment ce que j'ai pensé. Quelle leçon t'as tirée de cette expérience ? Plus large que simplement dans ton rapport à la projection de carrière que tu mettais sur le théâtre. Que si tu arrives quelque part en te disant je suis pas à ma place, je vais pas y arriver, etc., ça a peu de chances de marcher. Et qu'il faut que tu sois convaincu très fort que tu as ta place et que tu peux y arriver pour convaincre les autres. C'est une super leçon. Est-ce qu'elle à quel moment de ta vie cette leçon elle t'a servi par la suite ? Je pense quand j'ai commencé à travailler dans le journalisme, parce que en fait à la base moi j'ai pas fait une formation de journaliste, j'ai fait une prépa, une école de commerce, parce que j'étais bonne élève et que j'ai fait un bac ES, et qu'après un bac ES, quand t'es bonne élève,
en général, les écoles de commerce. Voilà, on te pousse vers la prépa, je sais, vers les écoles de commerce. Et en fait, à la fin de mon école de commerce, en dernière année, il y avait un double diplôme avec une école de journalisme. Et où du coup tu allais passer toute l'année, enfin ton M2 en fait, ta deuxième année de master, tu l'as passé dans l'école de journalisme et à la fin tu sortais avec un double diplôme. Et moi qui avais, ça faisait longtemps que j'étais intéressée par le journalisme. En terminale, je m'étais quand même un peu posé la question d'essayer d'aller vers cette voie-là. Et donc le fait de postuler, et quand je suis allée passer les entretiens dans l'école de journalisme, j'avais eu 0 expérience en rédaction. J'avais eu des blogs, mais c'était pas vraiment un travail journalistique sur ces blogs-là. Mais j'y suis quand même allée en me disant, ok, t'as pas d'expérience, y a rien t'as pas d'étiquette pour l'instant, rien qui prouve que t'es journaliste, mais t'en as très envie. Et donc je pense que déjà ça, tu peux le défendre. Et je suis allée défendre ça et ça a marché. J'ai été prise dans le double diplôme. Et même là, pendant l'année, quand je suis arrivée, j'étais face à d'autres jeunes gens qui avaient rêvé pendant longtemps de faire ça, qui avaient passé les concours des écoles de journalisme, qui eux, pour le coup, avaient fait des stages, avaient vraiment toute leur place là. Mais je sais pas, je pense que j'avais grandi et que je me suis pas laissée impressionner, où je me suis dit, bon bah, ok, t'as jamais fait de stage en rédaction, mais tu sais des trucs sur le monde des entreprises, donc peut-être ça va pouvoir te servir pour faire du journalisme économique, donc vas-y à fond. Et voilà, et ça a marché, et j'ai réappliqué ça dans mon premier stage dans une rédac, où je me suis dit, oh là là, j'ai jamais fait de stage en rédac, ils vont le voir tout de suite que je sais rien faire et tout. Puis je me suis dit, non, attends, tu sais des trucs quand même, déjà t'as appris des trucs à l'école, et en plus t'es très motivé, donc ça va faire la différence. Et ce stage s'est hyper bien passé, et à la fin de ce stage, je suis repartie en me disant, ah bah, je suis à ma place. Et c'était la première fois, parce que j'avais déjà eu des expériences de stage dans le cadre de l'école de commerce, mais où j'avais pas eu le sentiment d'être à ma place. Et là, vraiment, je rentrais chez moi le soir et je dis, je suis à ma place. Je suis là où je dois être. C'était une réflexion importante pour toi, chercher ta place? Oui, je pense. Pourquoi? En fait, là, pour le coup, c'est un truc auquel je m'identifie pas. C'est-à-dire que l'idée de trouver une place, c'est pas une idée qui me parle. Mais t'es pas la première à décrire comme ça ta recherche professionnelle et personnelle. Du coup, est-ce que tu peux essayer de m'expliquer, pour aussi toutes celles qui nous écoutent et pour celles qui pensent comme moi, comme pour celles qui pensent pour toi en fait, pourquoi cette projection en termes de place? Qu'est-ce que ça représente pour toi en fait? Ça veut dire quoi, chercher sa place? Je pense qu'à partir de ma terminale ou de mon bac, j'ai été un peu angoissée par qu'est-ce que tu vas faire plus tard de ton avenir, quel métier tu t'imagines faire pendant des années, qui va te permettre de gagner ta vie. Je pense qu'il y avait un peu cette anxiété autour de la vie future. Et donc à chaque fois que j'essayais des choses, j'essayais de me dire, est-ce que tu t'y projettes? Est-ce que tu te vois faire ça pendant plusieurs années? Et en fait, à chaque fois, la réponse était non. Et du coup, ça a créé encore plus d'anxiété, parce que j'en étais arrivée à un stade où je me disais, quand j'étais en école de commerce, où je me disais, mais en fait, il n'y a aucun des métiers après l'école de commerce qui me plaît. Enfin, il y a des trucs qui sont pas inintéressants, mais au bout de 6 mois de stage, j'en ai déjà ras-le-bol, et vraiment, je me vois pas me lever tous les matins pour aller faire ça. Et donc, c'était pas tellement trouver ma place que trouver quelque chose que j'aurais envie de faire pendant longtemps. Et même si aujourd'hui, il y a des jours où j'ai moins envie de faire mon travail de journaliste, parce qu'il y a des trucs qui me plaisent moins dans ce métier-là que d'autres, la balance est tellement en faveur des trucs qui me plaisent et qui me nourrissent et qui me donnent envie de me lever chaque matin que c'est un soulagement en fait. Donc peut-être que voilà, c'est une envie de sentir qu'on va pouvoir se développer dans cette voie-là pendant un certain temps. Mais moi, j'admire vachement les personnes qui arrivent à vivre sans se projeter, qui se disent, ah bah là ça va pour l'instant, et on verra, peut-être je changerai dans 2 ans, dans 3 ans. Moi, j'aime bien prévoir et me projeter.
J'avais besoin de ça. Mais regarde pas comme ça parce que je suis dans ta team. C'est juste qu'on n'avait pas le même vocabulaire, je pense. Je comprends beaucoup mieux. Moi, j'utilise moins donc l'idée d'avoir une place, mais celle d'être utile. Et finalement, c'est la même idée. C'est à quoi je sers. Donc, où est-ce que je suis à ma place pour participer à un tout. Et à t'écouter et à m'écouter en écho, je trouve que peut-être on est nombreuses en ce cas à chercher d'abord à, entre guillemets, à quoi on sert, où être utile, où est-ce qu'on peut exister, alors qu'en vrai, peut-être qu'on n'a pas obligé de se poser ces questions, peut-être qu'on peut se poser la question de qui on a envie d'être et qu'est-ce qu'on a envie de faire, de prendre la place plutôt que de la chercher et de faire ce qu'on a envie de faire, peu importe à quoi ça sert et à qui ça profite. C'est un bon programme. Faisons ça. C'était quand la première fois que tu étais fière de toi? Je sais plus ce que j'ai répondu. J'adore que vous faites ça parce que alors, c'est pas que je te vous vois, c'est que donc évidemment les gens qui répondent en avance au questionnaire, c'est en général les très bonnes élèves, sachant que beaucoup de femmes sont d'anciennes très bonnes élèves et souvent en plus vous oubliez parce que finalement vous avez trop réfléchi, vous avez trop intellectualisé. Donc là comme ça, si je te dis la première fois que tu été fière de toi, ou alors ta plus grande fierté, parce que finalement c'est quand tu appelles la plus grande fierté à la racine, tu vas retrouver la première, parce que c'est souvent la première, c'est que c'est une empreinte, tu vois. La première fois que tu es fière, tu sais ce que c'est la fierté. Et donc tu te souviens, la première et la plus grande, c'est les souvenirs les plus faciles à rappeler. Je me rappelle de deux grandes fiertés qui sont pas si éloignées dans le temps. La première, c'est quand on a eu les résultats des concours à l'issue des 2 années de prépa. Parce qu'en fait, même si j'avais pas super envie d'entrer en école de commerce, enfin, je sais pas comment dire, mais ça fait très problème de riche de dire ça, mais en gros, en terminale, je suis allée en prépa parce que c'était la suite logique, mais je me projetais pas forcément en école ou dans un métier particulier. Et après, une fois que tu es en prépa, les profs te parlent tellement tout le temps des concours, des écoles, etc., que tu t'es pris dans un engrenage, tu te prends au jeu, en fait. Et donc, vraiment, tu commences à mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux sur ces fameux concours qui sont 2 ans après et qui vont décider des 4 années qui vont suivre d'études, quoi. Et donc du reste de ta vie, car comme la façon dont les gens parlent, c'est ça. Quand tu as choisi ta filière au bac, déjà tu as choisi ton destin, c'est pire que ta maison à Poulard. Et bien sûr, après la prépa, les concours et la mort. C'est ça, exactement. Donc beaucoup d'enjeux et beaucoup de pression pour des jeunes gens de 19 ans finalement. Et donc du coup, quand les résultats des concours sont tombés et que j'ai appris que j'avais HEC, j'étais en camp scout à ce moment-là avec des petits louveteaux et Jeannette de 8 et 11 ans et j'avais promis à une de mes meilleures amies qui était chef avec moi sur ce camp que si j'avais HEC, je ferais le tour du camp avec ma chemise de scout sur la tête comme un footballeur. Et donc du coup à un moment donc quand les résultats sont tombés et que ma mère m'a appelée pour me les donner, parce que bien sûr j'étais en montagne, pas d'internet, pas de réseau, pas de 4G, rien du tout, et quand j'ai eu les résultats, j'ai mis ma chemise sur la tête et j'ai couru tout autour du lieu de camp en hurlant, et vraiment les jeunes me regardaient genre mais c'est très bizarre, et du coup j'ai le souvenir de vraiment d'une joie très, très intense sur le moment, et de t'as pas fait tout ça pour rien, et voilà, c'est un concours qui est très difficile et tu l'as réussi, donc t'as bien bossé. C'était vraiment là, c'était le graal de la bonne élève, quoi, sur ce moment-là. Et après la deuxième fierté, c'est vraiment la première fois qu'un de mes articles a été publié. Alors aujourd'hui je suis journaliste web et je n'écris que sur internet, donc c'est des articles de Pixel, mais mon premier stage c'était pour un quotidien qui s'appelle La Croix. L'enchaînement scout La Croix, ça fait très bonne famille catho, mais vraiment c'est une coïncidence. On va y revenir, je vais te laisser un droit de réponse sur ces éléments.
Mais donc, c'est un très bon quotidien, mais bon, on en reparlera. Donc, j'étais au quotidien La Croix et j'ai écrit mon premier article qui a été imprimé dans le journal. Et il faut savoir que La Croix, c'est le quotidien auquel sont abonnés mes grands-parents. Et donc, c'était quand même la fierté intense d'avoir mon nom et mon prénom imprimé en bas d'un papier. Alors, ça paraît un peu dérisoire comme ça, mais vraiment, j'étais très, très fière de ça. Et du coup, à chaque fois que je republie un article, même en ligne maintenant, il y a de nouveau un mini shot de fierté à chaque fois, de dire hey, tu écris des choses, tu les publies et même tu es payé pour ça, c'est ton travail dorénavant. C'est pas du tout dérisoire. Et incroyable, c'était effectivement la fierté que tu avais notée. C'était celle-ci. Ouf, je l'ai retrouvée. Le premier article publié. Bon, explique-nous un petit peu d'où tu viens, qui tu es, pour avoir été scout, puis stagiaire à La Croix. Alors, moi, je suis née à Paris, mais après, mes parents ont déménagé assez rapidement à Grenoble, et donc j'ai passé de mes 3 ans à mes 18 ans à Grenoble. Famille de culture catholique, on va dire, mais mes parents, eux, étaient pas du tout pratiquants, et ça n'a fait que... de génération en génération, ça s'est un peu perdu, je dirais. Mes parents n'avaient pas du tout été scouts non plus, mais en fait... Ok, donc culture catholique, ce que tu entends par là, c'est que vous n'allez pas à la messe tous les dimanches, mais vous fêtez Noël et Pâques. Oui, voilà, c'est ça. Et mes grands-parents, eux, vont à la messe, mais mes parents, non, on n'allait pas à la messe quand on était plus jeunes. Moi, j'ai fait un peu de caté, mais pas très longtemps. Enfin, voilà. Et du coup, les scouts, c'est que une grande partie... Donc déjà, c'est les scouts et guides de France. Alors, s'il y a des scouts qui écoutent ce podcast, ils sauront qu'il y a... Enfin, peut-être que tu le sais aussi d'ailleurs, mais il y a plein de mouvements de scouts très différents. Et les scouts et guides de France, c'est un mouvement d'inspiration catholique, mais ouvert à tous, dans le sens où on va pas te demander ton certificat de baptême et on va pas te forcer à aller à la messe si t'as pas envie d'aller à la messe. Et il y a même plein de groupes de scoutisme en quartier qui ont été ouverts par les scouts et guides de France dans des quartiers dans lesquels il y a des populations qui sont pas du tout de confession catholique. Voilà, et donc en fait moi c'est parce qu'une partie de mes amis en primaire étaient chez les scouts et du coup n'étaient jamais disponibles le week-end pour qu'on joue ensemble parce qu'ils étaient tout le temps aux Jeannettes. Et moi ça m'énervait et j'avais envie de faire partie du game, donc j'ai demandé à mes parents est-ce qu'on peut m'inscrire aux Jeannettes. Voilà, j'avais 9 ans et ça ne s'est jamais arrêté. Comme quoi, il faut vraiment pas se fier aux apparences, parce que du coup, moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que... Alors moi, je me définis aujourd'hui comme athée, laïque, tout ça. Mais je viens de Moselle sous Concordat, donc j'avais des cours de religion à l'école encore. Mes grands-parents sont très croyants. Et petit village, j'ai fait tous les sacrements jusqu'à la confirmation. J'ai fini par haïr le catéchisme parce que mon féminisme est né un peu en même temps. Oui, moi aussi j'ai beaucoup de problèmes à réconcilier la religion catholique et le féminisme. Moi, si je jouais au jeu des premières fois, etc., je pense qu'une de mes premières incompréhensions profondes dans la vie, je pense que la première fois que j'ai ressenti une injustice, il y a eu plusieurs moments, mais une injustice vraiment forte, c'est le jour où j'ai dit à ma mère, quand je serai grande, je vais être prêtre. Parce que du coup, ma grand-mère m'emmenait à la messe parce que je suis une enfant sage. J'adore faire plaisir aux adultes. Donc voilà, ça lui faisait tellement plaisir que j'aille à la messe avec elle. Donc elle me faisait faire les lectures aussi. Elle était tellement fière parce que je lisais très bien. Et j'ai fini par dire, oh bah c'est trop bien, moi j'aime bien la messe, il y a l'odeur d'encens, les chants et tout, les lectures, c'est cool. Bah je vais être prêtre. Et ma mère m'a dit, bah c'est pas possible. Bah pourquoi ? Parce que les femmes peuvent pas être prêtres. Je fais, mais pourquoi ? Parce que c'est comme ça. C'est la dernière profession que les femmes ne peuvent pas faire. Hein. Enfin, ouais. Une des dernières. Donc, tu peux être diacre, hein, c'est quoi la différence et tout ? Bah, tu peux pas faire la consécration de l'hostie, machin et tout. Je fais, bah, du coup, quel intérêt ? Parce que toute la messe, c'est ça, hein, enfin, je ne sais pas. Et du coup, je devais avoir, ça devait être avant ma première communion, ou juste en même temps, parce que c'est le moment où j'ai commencé à vraiment beaucoup lire à l'église. Et je me souviens de ce sentiment d'injustice, de me dire, comment ça ? Pourquoi ? L'incompréhension avec je sais pas, du mal-être avec du malaise dedans. Je crois que j'ai commencé à lâcher au moment où Jésus choisit ses apôtres et le mec choisit 12 mecs.
Déjà intéressé par la parité. Ça, ouais, je comprenais pas. Ouais, il y en a plein. Ok, donc du coup, le choix de La Croix, c'est qu'est-ce qui t'avait Ah oui, amené à et La choisir Croix, ce et bah, figure-toi que c'est le seul journal qui a répondu à mes candidatures. Du coup, oui, en fait, ils cherchaient quelqu'un justement pour faire du journalisme économique. C'était mon cas. Enfin, je veux dire, j'avais une double formation qui les intéressait. Et du coup, ils m'ont proposé de venir. Et en fait, j'ai découvert un quotidien, alors qui est moins connu que d'autres quotidiens nationaux, mais ce que j'apprécie vraiment dans la manière dont La Croix traite l'actualité, c'est qu'ils prennent le temps d'approfondir les sujets et de pas être soumis un peu au rythme effréné de l'actualité. Ils vont préférer publier un papier un jour après tout le monde, mais l'avoir vraiment fouillé, avoir apporté une valeur ajoutée, avoir essayé de faire s'exprimer des points de vue différents sur la question, d'être allé chercher des experts qui vont pouvoir apporter un éclairage. Et du coup, je trouve que c'est hyper valorisant pour ton travail de journaliste d'être dans un journal qui valorise ça. Et ensuite, ils ont aussi une approche des faits divers que je trouve très bonne personnellement, qui est de dire on ne parle des faits divers que s'ils racontent quelque chose sur la société. Si c'est juste un fait divers pour faire peur ou sensationnaliste, on n'en parle pas. Et en fait, je trouve que c'est assez sain comme approche, et du coup, ils ont une approche beaucoup plus analytique des faits divers et de qu'est-ce qu'ils racontent sur le monde et dans lequel on vit. Effectivement, je te charrie un peu, mais je te rejoins complètement sur la qualité de La Croix, même si j'ai quelques divergences idéologiques sur certains sujets de société. C'est vrai que je te rejoins totalement sur la qualité des articles, et je m'en sers régulièrement comme source. Et d'ailleurs, très récemment encore, c'est chez eux qu'est paru le baromètre de la confiance dans les médias. Ouais. La première fois que tu t'es fait confiance? Je sais ce que j'ai répondu, je m'en souviens, ce coup-ci. La première fois que je me suis fait confiance, c'est quand je me suis dit « Allez, démissionne !» alors que tu as un CDI et une place au chaud dans un média qui va plutôt mieux que les autres médias et qui gagne de l'argent et qui, a priori, va t'assurer une carrière tranquille et intéressante. Pour te lancer dans un projet complètement fou, mais en même temps qui te fait tellement envie. Donc voilà, quand j'ai quitté les Échos pour rejoindre l'aventure Rocky, enfin Projet Madame à l'époque. Mais ça, c'est fou parce que, comme tu viens de le dire, de l'expliquer, c'est pas juste j'ai changé de job, c'est je suis dans une position de sécurité, et en plus, c'est pas comme si les jobs de journaliste en CDI, ça courait les rues, nous le savons, et de quitter ça pour un projet qui aurait très bien pu ne pas se faire. Donc je suis trop contente. Vive Rocky, parce que Rocky est là, mais en vrai, prendre le pari de lancer un magazine féminin, il peut se passer plein de choses. Hein. C'est vraiment complètement. Il peut encore se passer plein de choses. J'en ai conscience. Au moment où Fab commence à chercher et prospecter pour avoir une rédac chef, il y a pas encore de site, je veux dire, rien n'est fait. Et en plus, c'est la première fois que tu t'es fait confiance. Donc, t'as même pas le muscle qui est travaillé et où tu peux te dire, ok, c'est pas la première fois que je suis au bord de cette falaise, mais d'habitude, voilà, je fais ce saut. Moi, parfois, c'est plus ou moins long, c'est plus ou moins dur, mais je sais que ça vaut le coup. Là, en plus, c'est la première fois. Mais qu'est-ce que t'as fait? Explique par quoi tu passes. T'as une équipe derrière toi, tu sais, c'est comme l'arrêt au stand des Formule 1, il y a 5 personnes qui sont là et qui te coachent et qui te font yes, tu peux y arriver. Parce que ça, moi, je fais pas. J'ai un bon coach à la maison. Ouais. J'essaie de me replonger dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque où j'ai pris, enfin à l'époque, c'était il y a 6 mois, mais au moment où j'ai pris cette décision. En fait, je sais pas comment dire, j'ai senti que Fab et le reste de l'équipe de Mademoiselle étaient vraiment très intéressés par mon profil et mon expérience, et qui valorisaient ce que j'avais fait et ce que je savais faire. Et en fait, ça m'a donné confiance de me dire ok, bon, les EcoStars, c'est quand même très différent de Mademoiselle ou de Rocky, mais si ils estiment que qui tu es, ce que tu sais faire et ce que tu sais, ça les intéresse autant, bah en fait ça vaut le coup de se lancer avec eux. Et si jamais ça devait s'arrêter
pour une raison ou une autre, bah, peut-être que ce que tu sais faire, ça intéressera d'autres personnes autant que ça les intéresse eux. Donc, c'est pour ça que j'avais l'impression que c'était une prise de risque limitée, parce que je me disais, ok, tu te jettes pas dans le vide sans parachute. Et après, autour de moi, attention, maman Carla Bruni, mon mari... ça me fait bizarre de dire ça parce qu'on s'est mariés il y a pas longtemps, je suis pas encore habituée et que j'ai l'impression que c'est une femme de 40 ans qui n'est pas moi qui parle quand elle dit ça. mais c'est bien ça. Et mon mari du coup croyait énormément au projet et en ma capacité à le mener à bien et à être la bonne personne pour être la Red Chef de Rocky, et je pense qu'il y croyait peut-être même un peu plus que moi au début. Donc c'est sûr que quand tu as ce soutien là aussi, ça donne des ailes, quoi. Ok, donc maintenant c'est le moment où je vais te poser la question qui me brûle les lèvres depuis que je sais que tu vas être la rédactrice de Rocky, donc ça fait vraiment très longtemps que je la marine. Mais alors pour celles et ceux qui connaissent pas trop Mademoiselle, qui écoutent ce podcast parce qu'ils sont tombés dessus par l'univers des podcasts, Mademoiselle, c'est un magazine qui est à la fois très jeune et très installé pour la presse web, qui a une énorme communauté et une communauté très impliquée. Toi-même, tu viens de Mademoiselle. Tu as dit tout à l'heure que tu étais sur les forums. Tu sais l'attente et l'exigence qu'il y a de la part des lectrices. C'est à la fois une incompréhension, une admiration profonde que j'ai pour toi mais comment tu fais ce saut, comment tu viens prendre ce projet? Comment tu fais pour pas être paralysée par le poids des attentes qu'il y avait sur ce projet avant même qu'il naisse? Parce que vraiment, t'en viens de cette communauté et de cette exigence envers la rédaction de Mademoiselle comme entité qui est souvent changeante, hein, mais chaque rédactrice a eu son fan club, hein, qui est un peu les lectrices les plus assidues, qui viennent régulièrement commenter, mettre des big up, etc. Mais aussi son petit club de haters et celles qui viennent régulièrement pour critiquer, alors souvent de façon très constructive, parfois de façon pas très juste. Et là, c'est sur un projet qui... l'attente sur ce projet, elle date de plusieurs années. Parce que toi-même, tu disais que tu as été de ces mademoiselles, entre guillemets, déçues par Mademoiselle, parce que ça te correspond plus. Et tu viens, et tu vas faire le truc. Explique-moi. Je pense que honnêtement, avant d'arriver, j'avais sous-estimé l'ampleur des attentes sur le projet. Je connaissais la communauté, mais j'étais plus sur les forums depuis 5 ans. Et je pense que je m'étais un peu éloignée, donc j'avais pas forcément conscience de l'implication incroyable que pouvaient avoir les lectrices de Mademoiselle pour leurs médias, enfin vis-à-vis de leurs médias. Donc je me suis jetée à l'eau un peu de manière inconsciente, en me disant ah oui, ça a l'air bien ce projet, mais sans prendre la mesure de tout ce qu'il y avait derrière. Et après, quand en entretien, femme m'a expliqué qu'il y avait déjà une newsletter avec tant de personnes, de milliers de personnes inscrites dessus. J'ai commencé petit à petit à me dire ah oui, d'accord, ok. Ok, vous voulez que ce soit moi qui... D'accord, bon, bah... Et comme Fab avait l'air confiant sur ma capacité à le faire, je me suis dit, il connaît la communauté, on a fait pas mal d'entretiens ensemble, on a beaucoup échangé sur notre vision du projet, donc s'il pense que je suis capable de le faire, ça devrait aller. Et après, ce qui m'a beaucoup... ce que j'ai essayé de faire dès mon arrivée chez Mademoiselle à la fin de l'été, c'est d'échanger beaucoup avec la communauté via la newsletter, en leur envoyant des questionnaires sur leurs attentes, en essayant vraiment de les écouter. Et du coup, je me suis dit, si c'est une co-construction, quelque part, c'est le meilleur moyen de ne pas se planter aussi et d'être au plus proche de ce qu'elles attendent. N'empêche que aujourd'hui encore, quand je reçois des messages de soutien hyper encourageants, des gens qui me disent ah super intéressant cet article, merci de l'avoir publié, etc. C'est incroyable, vraiment. Je parlais des petits shots de fierté, ça c'est pas des overdoses, mais c'est encore plus que des petits shots de fierté. C'est vraiment ça porte, c'est incroyable.
Et après, la contrepartie, c'est que parfois tu déçois parce qu'il y a un article qui est jugé moins pertinent pour la personne qui le lit, ou pas assez fouillé, ou tu n'as présenté qu'un aspect du problème et elles auraient bien aimé que tu présentes d'autres aspects du problème. Et ça, à chaque fois, c'est dur, en fait, de sentir que tu déçois des gens. C'est pas simple. Voilà. Après, je suis pas toute seule dans cette histoire, puisque j'ai ton soutien, j'ai celui de Fab, j'ai celui des autres filles de la rédac de Mademoiselle et de l'équipe. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, je pense que J'avais sous-estimé au début, et ensuite, une fois que je me suis rendu compte de toutes les attentes, je me suis dit, ok, essaye déjà de les écouter. Ça veut pas dire que tu vas réussir à satisfaire tout le monde et les attentes de tout le monde, ou que tu vas être toujours à la hauteur, mais au moins tu sauras quelles sont ses attentes. Et ça, déjà, ça me rassurait de me dire ça. Oui, c'est-à-dire que tu n'as pas projeté en négatif des problèmes qui ne s'étaient pas encore présentés, puisqu'il n'y avait pas encore de magazine, il n'y avait donc pas encore de déception, donc ça n'est pas un problème, ce qui est une très bonne technique, et je vais m'en inspirer. Et en parallèle, tu t'es servi de la communauté qui était déjà présente et qui avait des attentes pour en fait écouter ces attentes et co-construire, comme tu le disais, les premiers articles, la ligne éditoriale du futur magazine, en fait, sur cette base-là aussi. C'est une richesse incroyable, et vraiment. Et si je compare, parce que avant Rocky, donc j'ai participé au lancement d'un autre site web en ligne, donc les EcoStart, où là, pour le coup, on n'avait pas vraiment de communauté au début, donc il a fallu aller construire la communauté par différents moyens. Mais en fait, quand tu arrives sur le projet Madame, que tu vois qu'il y a déjà ces milliers de personnes qui sont inscrites à la newsletter, et que en plus, quand tu lances un appel à témoins, que tu fais un questionnaire, tu as 2000 personnes qui te répondent, et tu fais ah d'accord. Et en fait, c'est une chance, mais vraiment exceptionnelle. Et il y a notamment un des questionnaires où j'ai demandé aux lectrices de me... du coup, c'était pas encore des lectrices, mais aux abonnés de la newsletter de me raconter quelles étaient leurs préoccupations du moment, de me dire quelles étaient les trois questions qu'elles se posaient en ce moment. Et j'ai passé 4 jours à éplucher les 3000 réponses que j'ai reçues. Et j'ai vraiment eu le sentiment que mon cerveau était branché en réseau avec les cerveaux de 3000 femmes de tout âge, partout dans le monde. Et c'était étonnant comme expérience. Et je sais pas, j'avais le sentiment de ressentir concrètement ce que ça pouvait être la sororité et une communauté de femmes qui se confient des trucs, et la force des expériences partagées. Est-ce que tu te souviens quelles sont les 3 prises de tête les plus récurrentes qui t'étaient remontées pendant ces 4 jours, ou celles qui t'ont le plus marqué? Il y avait beaucoup de choses autour du travail, à la fois le côté le sens au travail. Je me pose des questions. Est-ce que je dois me reconvertir? Est-ce que je dois me lancer à mon compte? Est-ce que comment trouver un bon équilibre entre ma vie personnelle et mon travail? Ça, c'était très très récurrent. Et c'est des trucs que je pense notre génération, c'est pas spécifique aux femmes, je pense que pas mal de trentenaires vivent ça, hommes comme femmes, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait qu'est-ce qu'on mange ce soir, qui revenait très souvent également. Apparemment, c'est une question que les gens se posent beaucoup. Je rigole parce que du coup, on a fait le même sondage sur Mademoiselle, et dans le top 3, il y a également qu'est-ce qu'on mange ce soir. Arrêtez de penser à la bouffe, tout cela. Je comprends, hein. Moi, c'est une question que je me pose dès 14h à peu près. Non, et après, il y avait des sujets assez variés autour de la maternité, bien sûr, mais vraiment dans un spectre très large. Donc, ça peut aller de j'ai envie d'avoir un enfant, mais pas ma partenaire, ou l'inverse.
je n'arrive pas à tomber enceinte et je le vis mal et c'est difficile. J'aimerais bien que ma mère arrête de me demander sans arrêt si je veux avoir des enfants. Enfin, il y avait vraiment des questions autour de la maternité, mais pas juste je veux un enfant. Ça aussi des questions autour des personnes qui décident de rester child free, etc. Mais tu sens que c'est un âge où où cette question-là devient importante dans ta vie et personne te le demande, mais tu réfléchis quand même à comment tu te positionnes par rapport à ça, et voilà. Et quand tu as des enfants, évidemment, ils occupent une place dans ta vie et ça te crée des soucis. J'ai l'impression de parler comme ma grand-mère, mais alors, on va en profiter pour soulever notre question qui est très amusante. C'est que donc tu parles de Rocky comme le magazine des mademoiselles qui ont grandi. Tout à l'heure, tu faisais référence à toi où tu as l'impression d'avoir 40 ans quand tu dis mon mari. Et c'est vrai que nous avons, toutes les deux, 5 ans d'écart, mais pas dans le sens que les gens croient. C'est-à-dire que tu as 5 ans de moins que moi. Et oui. Qu'est-ce qui fait que tu te reconnais plus dans le magazine des mademoiselles qui ont grandi, ou que tu te reconnaissais plus dans Mademoiselle, alors que en vrai t'étais en plein dans la tranche d'âge cible du magazine qui est 18-25 ans. Un truc que j'ai du mal à comprendre parce que je vais avoir 33 ans cette année, je pense que dans ma tête j'en ai toujours 23 et que ça fait 10 ans que j'ai 23 ans. Et c'est quoi toi ton parcours et ton rapport à ton rapport à l'âge? Parce que je te connais, je te côtoie depuis 6 mois. T'es pas vieille, tu vois. Enfin, je veux dire, t'es pas la personne qui dit les jeunes. J'ai déjà entendu autour de moi des gens dire les jeunes d'aujourd'hui, alors qu'ils avaient 26 ans, tu vois. T'as pas le droit de dire ça quand t'as 26 ans. Tu es jeune. Tu vois, tu te comportes pas comme un vieux con autour de moi, en tout cas. Dans ta présence. Très bien. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, pas. J'ai écrit un article là-dessus sur Rocky, qui s'appelle L'arnaque de la vie d'adulte, qui parle justement de mon rapport à l'âge. En fait, pendant très longtemps, j'ai cru que d'une manière un peu magique, c'est vraiment de l'ordre de la pensée magique, un jour j'allais me réveiller et ça y est, j'allais être vraiment une adulte. Et dans ma tête, être vraiment une adulte, ça voulait dire avoir ultra confiance en moi, savoir exactement ce que je veux, être très organisée, ne jamais faire des trucs à l'arrache, voilà, planifier les choses, voilà. Mais surtout ce côté être sûr d'être une adulte. Moi, je pensais que j'allais me réveiller un matin et me dire ça y est, je suis adulte. Évidemment, c'est jamais arrivé, et donc je pense que petit à petit, je me suis mise à faire des trucs considérés comme des trucs d'adultes. Genre faire beaucoup de sauce tomate pour l'hiver parce que l'été les tomates sont meilleures et moins chères et c'est mieux pour la planète si tu les cuisines l'été plutôt que les acheter l'hiver. Dégérer mon congélateur, acheter un appartement, c'est quand même un sacré truc d'adulte. Et à chaque fois que je faisais un petit truc d'adulte en plus, je me dis hey, hein, tu marques des points sur l'adulterie, donc tu vas finir par être complètement adulte. Sauf que à côté de ça, je continue d'avoir des loisirs ou des trucs encore très adolescents. J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Je peux me coucher à 4h du mat parce que j'arrive pas à lâcher un bouquin que j'adore. Je laisse traîner des piles de papier et d'enveloppes non ouvertes sur un coin de mon bureau en me disant faudrait que je m'en occupe, et oula, pas tout de suite. Peut-être dans 6 mois, et voilà, et t'as des mauvaises surprises comme ça. Mais surtout, j'ai compris que en fait, ça n'allait pas arriver ce jour-là où je me dirais je suis adulte, et que en fait, être vraiment adulte, c'était faire le deuil de ça, un jour ma vie a changé radicalement et je serai devenue une adulte. Voilà, je digresse un peu, mais ah non, pas du tout. Alors, pile dans le sujet. C'est pile dans le sujet. Je vois tes paroles. Mais en tout cas, le fait est que je me reconnaissais moins, je pense, dans Mademoiselle et plus dans Rocky, parce que justement, il y avait ce côté j'ai acheté un appart, je suis en CDI et je gagne correctement ma vie et je commence à me poser des questions d'investissement immobilier,
qu'est-ce que tu fais où est-ce que tu places ton argent, parce que je me pose aussi des questions autour des amitiés à l'âge adulte, où mon problème, ça va moins être de régler des problèmes avec tes amis, mais plus hey, en fait, comment tu fais quand t'es tous éparpillés dans des pays ou des villes différentes pour garder le contact, et est-ce que tu peux rencontrer des nouvelles personnes, est-ce que tu peux avoir des amis que à toi, ou du coup ça devient les amis du couple parce que vous faites des dîners couple et tu te dis mais soudainement ma vie est passée dans une dimension que je n'avais pas, je l'ai pas vu arriver, quoi. Et donc il y avait un peu ces nouveaux sujets là, et surtout je pense que le truc différent, c'est que ça fait quelques années que je me pose la question de la maternité, sans avoir complètement tranché la question, mais où en tout cas ça m'intéresse beaucoup, et je pense que s'il y a des lectrices de Mademoiselle là, qui sont sur le forum, elles se reconnaîtront. J'ai pas mal fait le sous-marin sur le forum des parents, le topic des parents de Mademoiselle, où j'ai appris plein de choses, et en fait j'étais vraiment sincèrement intéressée par le déroulement d'une grossesse, par comment tu interagis, comment tu élèves des enfants en bas âge, et après quand ils grandissent. Donc c'était vraiment des sujets qui m'intéressaient et que j'avais envie de creuser. Et voilà. J'en profite du coup pour expliquer pourquoi sur Mademoiselle il n'y a pas du tout de sujet maternité, parce que ça je suis sûre que j'ai jamais fait. En fait, l'âge moyen du premier enfant en France est à 29 ans, je crois. C'est ça, pour les femmes. Enfin, Oui, pour les femmes, oui. Donc c'est très élevé. Et la cible éditoriale de Mademoiselle, c'est plutôt 18-25 ans, cœur de cible. Donc en fait, même si je sais très bien qu'il y a des femmes beaucoup plus jeunes que 29 ans qui ont des enfants, c'est ce que tu viens de dire en fait, c'est pas la même vie derrière, c'est pas les mêmes moments de vie. Et moi, mon rapport à l'âge, du coup, finalement, il rejoint assez le tien, c'est juste que je me place dans un moment de vie totalement différent, où effectivement, toutes ces questions-là, alors la maternité, l'immobilier, c'est vraiment, ça ne m'intéresse pas encore. Et je pense que pendant longtemps j'étais dans un espèce de déni par rapport à ça, en me disant j'ai le temps, mais depuis quelques années j'ai évolué sur la question. C'est pas que je me dis que j'ai le temps, c'est que je me dis non, en fait ça ne m'intéresse pas, et c'est pas grave. Moi j'ai eu dans ma famille l'exemple d'une femme qui est restée très longtemps célibataire et tout, en tout cas pas mariée, qui a fini par se marier mais genre à plus de 40 ans et tout. Et du coup, je pense que j'ai eu toute ma vie à cet exemple un peu décomplexé de je suis pas obligée d'avoir, j'avais une autre projection, un autre modèle que se marier, avoir des enfants, un job stable, etc. Donc c'est vrai que moi je suis plus restée dans le moment Mademoiselle de la vie, qui est autour des premières fois, des premières expériences, des expérimentations en fait, de rester dans cet état d'esprit d'adolescent où au fond c'est pas grave si tu te plantes, parce qu'il y a rien qui a vraiment de conséquences. Ça veut pas dire que c'est pas grave ou ça te touche pas, ça veut juste dire que il y a vraiment le temps pour recommencer, tu vois. C'est faire des études et les recommencer, c'est aller dans une voie et puis s'arrêter, recommencer, tu vois. C'est cette période transitoire que en vrai je fais durer parce que je l'aime bien. Et je sais pas si j'en sors un jour, sans doute, mais je suis ni pressée, ni avec la sensation d'être en retard ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est marrant parce que j'aimerais qu'on passe une photo, mais toi t'as une alliance et tout, et moi j'ai un pull serpentard. C'est une vraiment bonne allégorie de toi et moi. Je rebondis sur ce que tu dis. Je pense pas que du coup, parce que en nous écoutant, peut-être que les lectrices se disent ah mais alors du coup Rocky c'est que pour les mères, donc si moi je veux pas d'enfants, c'est pas ma place et tout ça. Et en fait pas du tout. Déjà je pense qu'on peut lire Mademoiselle et Rocky en parallèle et y en retirer des choses différentes des deux magazines. C'est plus que sur Rocky, on se laisse l'opportunité de traiter des sujets qui ont été jusqu'ici moins traités par choix par Mademoiselle, donc autour de la parentalité, mais aussi autour de la vie professionnelle. Par exemple, on va moins publier un article sur Mademoiselle pour dire comment être une bonne chef.
Mais en soi, quand tu as 30, 40, et que tu travailles depuis plusieurs années, c'est peut-être un truc qui va t'arriver. On va te proposer de manager une équipe et ça ne s'improvise pas. Donc, Oui, puis on parlait au début de négociation de salaire. Où c'est pareil, c'est plus un sujet pour toi. Mais oui, c'est vrai que j'espère aussi que de plus en plus de lectrices nous liront toutes les deux. Je sais qu'il y a un chiffre dont on est assez fiers, qui est que les lectrices de Mademoiselle, pour près de la moitié d'entre elles, ne lisent aucun autre magazine féminin. Ah ouais. Alors que les lectrices d'autres titres de la presse féminine, finalement, elles en lisent un ou elles en lisent d'autres. Elles sont beaucoup plus nombreuses à avoir plusieurs lectures. Alors que quand tu lis Mademoiselle, en général, tu lis plus les autres parce que nous, on a ce refus des injonctions. Et oui, ça fait assez longtemps qu'on a une ligne éditoriale féministe assumée sur plein de sujets. Et du coup, je pense qu'effectivement, tu arrives encore peut-être à faire les tests et les horoscopes sur la plage, mais je pense que c'est dans d'autres magazines féminins, c'est difficile à lire au premier degré, je pense. Mais bien sûr que ce ne sera pas le cas de Rocky, c'est-à-dire que vous aussi... Je vous vois, toi et ton équipe. Nombreuses équipes. Nombreuses équipes composées de moi. De bientôt, un peu plus de personnes. Mais on va teasing. Quand ce sera publié. Rendez-vous sur Rocky. Mais je préfère qu'on fasse un teasing. Okay, Rendez-vous sur Rocky parce que Clémence ne sera plus seule. Voilà. Vous lirez entendrez ce podcast. Mais effectivement, tu vas perpétuer cette ligne éditoriale. Ouais. Sans injonction. Et il y a plein d'injonctions qui pèsent sur les jeunes femmes, et il y a aussi plein d'injonctions qui pèsent sur les femmes, qu'elles soient mères ou qu'elles soient pas mères, parce que du coup, c'est pas les mêmes injonctions, mais c'est des injonctions pour tout le monde. Et donc, c'est ça que moi, j'ai envie d'aller essayer de raconter et de combattre, quoi. Oui, Rocky et Mademoiselle ne sont pas concurrentes, elles sont complémentaires. Comme deux sœurs. Et un peu comme nous, c'est tellement beau, j'adore ce podcast. Le jour où je suis sortie très loin de ma zone de confort. Ouais, à des milliers de kilomètres. Chez les Scouts et Guides de France, on te propose à la fin de ton parcours en tant que jeune, donc quand tu as 17 ans, de préparer un projet de solidarité internationale pendant 2 ans en équipe. Donc nous, on était une équipe de 4 filles, on avait 17 ans, et pendant 2 ans, on a... travailler avec une association pour monter un projet dans une ville du delta du Mekong au Vietnam, un projet d'atelier photo avec des enfants d'un quartier défavorisé de la ville et de construction aussi de maisons en bois. On a donc rassemblé des subventions, fait des extra-jobs. C'est vraiment un projet à part entière et que tu construis de manière autonome. Tu n'as pas d'adultes avec toi qui te disent quoi faire. Pendant 2 ans, tu te débrouilles. Et du coup, on s'est retrouvés à l'été de mes 18 ans à partir toutes les 4 au Vietnam, toutes seules. Voilà. Quand je pense à mes parents, je me dis « Waouh !» Ils avaient confiance quand même de me laisser faire cette expérience-là. Après, on était bien préparés. Et voilà, et on a passé 1 mois au Vietnam. Et quand tu sors de l'aéroport, que toutes les 4, tu te retrouves dans une ville inconnue, tu as 18 ans, un pays dont tu ne parles pas la langue, et que tu dois aller te trouver un endroit où tu vas dormir et un bus pour ensuite aller rejoindre la ville où tu vas faire ton projet avec l'association. C'est une belle sortie de zone de confort. T'avais pas préparé ton itinéraire là où tu dors, comment tu te déplaces de heure par heure ? Si, mais on l'avait préparé à distance, tu vois. Mais après, quand t'arrives face au truc et que tu dois discuter avec un chauffeur de taxi, en plus à l'époque mon niveau en anglais n'était pas brillant, et que voilà, tu dois retrouver le chemin. On l'avait un peu préparé en amont, mais ça fait un choc quand on a atterri à Saigon, au Ho Chi Minh Ville, et c'est vraiment une ville tentaculaire. J'y suis pas retournée depuis 10 ans, donc peut-être que ça l'est encore plus aujourd'hui, mais déjà à l'époque, je me rappelle elle était très étendue, il y avait énormément de scooters dans les rues, on ne savait pas comment traverser, c'est un peu, ouais. En termes de sortie de zone de confort, est-ce que tu as eu d'autres expériences depuis qui se comparaient
à ce choc culturel, à ce dépaysement? À ce point-là, non. Après, j'ai eu un petit choc culturel quand je suis arrivée chez Mademoiselle après les Échos, mais c'est pas de cette ampleur-là. C'était facile. Enfin, c'était facile. C'était dans le bon sens, quoi. C'était genre... Ah oui, donc en fait, d'accord, je peux venir bosser en pyjama si j'en ai envie. Très bien. Ah, d'accord, je peux aussi enlever mes chaussures et faire une sieste sur le canapé entre midi et 2. Bah, parfait, j'adore. Mais ça surprend toujours les gens. J'ai l'impression que c'est normal au monde. Est-ce que ailleurs dans la vie professionnelle, vous n'avez pas le droit de faire des siestes? Bah, où? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'endroit calme avec des canapés où tes collègues vont pas te juger s'ils te voient sur un canapé. Ok, c'est le problème des canapés ou c'est le problème du jugement qui empêche de faire des siestes? Les deux. Les deux. Enfin, je me voyais pas m'allonger par terre sur la moquette aux Échos pour faire la sieste. Déjà, quand j'enlevais mes chaussures, parce que j'aime bien être pieds nus, et quand j'enlevais mes chaussures sur mon bureau et que je voyais un collègue journaliste passer et faire bah, c'est bizarre. Froncer les sourcils parce que t'as pas tes chaussures. Voilà. J'avoue, une fois dans mon ancienne vie, dans mon ancien job d'auditrice, n'est-ce pas, j'étais en tailleur et tout, enfin voilà. Et un jour, j'étais donc dans mon bureau, j'avais enlevé mes chaussures et tout. Et comme souvent quand je bossais sur mon rapport, et là mon chef arrive et il était accompagné du directeur financier du groupe. Vraiment, ça veut dire que... Et en fait, je me suis levée d'un coup et je me suis penchée pour lui serrer la main parce que j'étais là, je ne peux pas sortir de derrière le bureau car je suis pieds nus. Mais j'étais tellement dans ma zone avec mon casque et tout, j'avais pas entendu qu'il était en train de faire le tour des bureaux, mais je n'ai pas l'occasion et tout. Mais c'est vrai que ça vient de me replonger dans les petits stress ridicules du monde des adultes en tailleur. Et en soi, probablement que ça aurait pas été très grave. Enfin, tu vois, c'est juste que tu te mets une pression là-dessus parce que personne le fait, donc tu te dis bon bah ça se fait pas trop. Voilà. Est-ce que tu penses que dans le monde professionnel, on entretient collectivement cette pression, un peu comme dans les habits de l'empereur, tu sais, ou est-ce que il y a il y a une vraie raison au fait d'observer toutes ces règles? Parce que c'est vrai qu'ici, je m'en rends même pas compte, mais oui, on vient habiller comme on veut, on enlève nos chaussures si on veut, on fait des siestes si on veut. On mange des nouilles instantanées à 10h du mat si on a faim. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ça non plus, les gens font pas dans les bureaux. Non. C'est ouf. Enfin, ouais, non, plutôt du grignotage, mais des nouilles instantanées. Mais toi qui as une expertise d'adulte... Caution adulte de cette entreprise, bonjour. Non, en vrai, est-ce que c'est le contrôle social qui nous amène à nous appliquer et à respecter ces règles? Ou est-ce que... Enfin, c'est quoi la raison? Je comprends pas la raison, en fait. On parlait de trouver sa place. Je pense qu'il y a un truc chez l'être humain de se sentir faire partie d'un groupe. Et donc, tu essayes de te plier aux règles qui étaient déjà en place dans le groupe dans lequel tu arrives. Donc, quand tu arrives dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau service, tu essaies d'observer. Enfin, moi, je fais beaucoup ça, en tout cas, observer les codes sociaux et me dire... après, je vais pas forcément tous les respecter ou tous les intégrer, mais en tout cas, savoir comment ça marche, ça aide. La connaissance, c'est le pouvoir. Donc, comprendre que dans telle entreprise, ça va être mal vu si tu fais ça. Bah, si c'est pas une souffrance pour toi de pas le faire, bah... voilà. Oui, je pense qu'il y a un côté rassurant dans la règle. C'est effectivement ce que tu viens de dire sur trouver sa place, être accepté, respecter les règles, c'est le meilleur moyen d'être incluse dans un groupe, dans un espace. Mais du coup, c'est un peu dommage parce que ça peut te pousser à perdre ce qui fait un peu ton individualité et je pense que c'est une souffrance pour certaines personnes dans les cas extrêmes où tu as vraiment des règles, des codes sociaux qui sont très très forts. Ouais. Après, moi, il y a des trucs, par exemple, auxquels je me suis pas pliée, genre, j'aime pas trop faire la bise. En tout cas, à des gens que je connais moyennement ou même genre faire la bise à des gens que je vois tous les jours, je trouve ça bizarre. Mais et du coup, ça c'est un truc que j'ai jamais fait, même dans les entreprises où tout le monde se faisait la bise. Moi, j'ai esquivé quoi. J'espère que tu écriras des articles là-dessus parce que c'était un
Un de mes étonnements de ma vie professionnelle, c'était je comprends pas pourquoi on fait la bise au bureau, on n'est pas potes en plus. Même mes potes, en fait, on se fait pas la bise tous les jours. Pourquoi faire ça? J'espère qu'on fera des articles sur Rocky. Ouais, c'est une bonne idée. Ok. Tu m'as choisi la question le jour où j'ai pris conscience de ma voix, mon pouvoir, mon impact. Alors, c'était en tant que journaliste. Où en fait, quand j'étais chez les EcoStart, j'avais écrit un article qui s'appelait « Help, je ne sais pas quoi faire de ma vie ». C'était un très long article, c'était même plutôt un dossier avec... j'avais bossé plusieurs semaines dessus. Et il s'adressait à toutes ces personnes qui, autour de 25 ans, se disent en fait, j'ai fait des études, mais les métiers auxquels ces études préparent, j'ai pas envie de les faire et je sais pas ce que je vais faire maintenant et j'ai l'impression que y a rien qui me plaît particulièrement. Et en fait, je donnais plein de pistes pour justement trouver sa voie, je sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas essayer de sortir de cette angoisse-là, parce que c'était quelque chose qui créait beaucoup d'angoisse et que j'avais constaté autour de moi chez plusieurs amis. Et en fait, après avoir publié ce dossier, aux EcoStart, on n'avait pas souvent des réponses, des retours de lecteurs. Contrairement à Mademoiselle ou à Rocky, où c'est vraiment une des forces du magazine, c'est que l'article continue dans les commentaires sur le forum et c'est très souvent plus intéressant encore. Enfin, moi, j'encourage en tout cas tout le monde à aller lire les commentaires parce qu'il y a souvent des pépites dedans. Ça enrichit beaucoup le début de réflexion posé par l'article. Complètement. Et du coup, là, pour la première fois, j'avais eu plusieurs personnes qui m'avaient écrit pour me dire « Oh là là, cet article-là, il m'a fait tellement de bien. T'as pas conscience d'à quel point il m'aide à ce moment-là de ma vie. Ça m'aide à ce moment-là de ma vie de lire ça. » Et du coup, c'est vraiment un moment où je me suis dit « Waouh, en fait, ça a du sens et c'est utile ce que je fais. » Le journalisme, en général, c'est un métier où t'as quand même le sentiment d'avoir du sens parce que tu te dis... je transmets l'information, donc c'est utile pour la démocratie que l'information circule. Mais le constater vraiment avec des vraies personnes qui viennent te dire ça c'est utile, ça me sert, c'est beaucoup plus fort. Voilà, et c'est aussi ça qui chaque jour chez Rocky me fait énormément de bien et me donne envie de continuer. C'est que très souvent, il y a des lectrices qui m'écrivent pour me dire merci d'avoir parlé de ça, ça m'a fait du bien. On a publié là, il y a quelques jours un témoignage d'une lectrice de Rocky qui raconte qu'elle essaye d'avoir un enfant depuis plusieurs mois, enfin même depuis plus d'1 an, et qu'elle en peut plus des gens dans son entourage qui lui disent « Ah mais arrête d'y penser, ça va venir tout seul, c'est dans la tête tout ça », et que c'est hyper culpabilisant et même si ça part en général d'une bonne intention, hein, les gens qui disent ça, ils disent pas ça pour être blessants ou pour faire du mal aux gens, mais en fait c'est très culpabilisant et c'est violent en fait à recevoir quand ça fait plusieurs mois que t'essayes et que t'y arrives pas, et du coup il y a plein de femmes vraiment qui sont venues commenter pour raconter leurs propres histoires et voilà, je me dis ça a du poids et c'est important d'en parler et d'être là pour parler de ça. Je voudrais qu'on profite de ce podcast pour que tu expliques à mes auditrices, nos auditeurs, tous ces gens qui écoutent nos podcasts, pourquoi Rocky ? D'où vient le nom ? Très bonne question. Alors c'est un nom qui a été trouvé par Fabrice. À la base, il y avait l'idée de féminiser Rocky Balboa, donc le boxeur. Pour le côté, la lectrice de Rocky, on imagine que c'est quelqu'un c'est à la fois une battante et en même temps surtout quelqu'un de très résilient. Et ça, alors moi personnellement, je n'avais jamais vu aucun des films Rocky avant de venir travailler chez Rocky. Mais j'ai appris, du coup, que Rocky Balboa était en fait surtout un personnage très résilient, qui se relevait, quelles que soient les choses dures que la vie lui envoyait. Et du coup, on trouvait que c'était un bel héritage de dire, bah ouais, encore aujourd'hui, malheureusement, être une femme, la vie d'une femme, c'est souvent un ring de boxe.
On dit pas qu'il faut se battre tout le temps. Parfois, il faut juste se rouler en boule dans un coin et penser ses blessures. Mais en tout cas, si on peut filer des clés et des armes pour que ça se passe mieux et aller vers de la résilience grâce à la bienveillance, grâce à de la sororité, ça nous plaisait. Après, on peut y entendre d'autres choses. Il y a la sonorité, qui fait penser un peu au rock aussi. C'est court, ça se retient bien. Voilà. Après, c'est marrant parce que quand on a dévoilé le nom, alors il y a des personnes qui l'ont tout de suite beaucoup aimé, d'autres qui n'ont pas compris, qui étaient très déçus. Il y avait beaucoup de gens attachés au nom de code, parce que Projet Madame, il y avait un truc un peu secret, et c'était marrant, et puis ça a duré longtemps avant que c'est vrai. Dévoilé. C'est vrai. Oui, moi aussi, je m'étais attachée à Projet Madame à force de l'écrire toutes les semaines dans la newsletter. Et c'est vrai que quand tu entends un nom pour la première fois, tu mets toujours un peu de temps à t'y habituer, comme quand des parents te présentent leur nouveau-né et qui te disent le prénom qu'ils ont choisi. Parfois, tu fais pourquoi Enfin, non, tu le dis pas parce que c'est extrêmement mal vu. Mais tu le penses. Dans la voiture. Tu le penses très fort. C'est pas très Vous aurez le droit de faire la même chose si un jour j'ai des enfants et que vous ne comprenez pas nos choix de prénom, c'est pas grave. Voilà, et donc quand on a présenté le nom, en fait c'est marrant parce qu'il y a eu il évoquait des choses très différentes chez les gens. Il y en a pour qui ça faisait vieillot, Rocky, ça leur faisait penser à Rocking Chair, donc ils se disaient mais je comprends pas, c'est un nom pour un magazine de mamie, pas vraiment, c'est bizarre. D'autres qui disaient Rocky, ça me fait penser à la marque Roxy, c'est trop adolescent, machin. Donc voilà, t'en as qui entendaient des sonorités dures, d'autres au contraire qui trouvaient que c'était trop girly et kawaii, etc. Donc j'ai l'impression que chacun peut y trouver un peu ce qu'il veut. Voilà. Il n'y avait pas une histoire aussi de définition dans Urban Dictionary ? Ouais. Alors ça c'est après, en gros Fab avait ce nom-là en tête, il en a parlé un peu autour de lui et notamment à Sophie qui est graphiste pour Mademoiselle. Et Sophie lui a dit, pour lui demandant justement si elle voulait commencer à réfléchir à un logo sur ce nom-là, et Sophie est allée voir dans Urban Dictionary quelle était la définition de Rocky. Et alors, je ne me rappelle plus de Toujours pratique de vérifier ça avant de lancer un nom ou un logo, de vérifier est-ce qu'il n'y a pas un double sens quelque part que tu ne connais pas. Mais là, en l'occurrence, le deuxième sens, enfin le sens de Urban Dictionary était plutôt positif. Était positif, ouais. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'était, en gros, il y avait un côté... c'est une meuf que tout le monde apprécie et qui est trop cool et ouais, je crois que qui se laisse pas faire. Enfin, il y avait un côté qui se rapprochait un petit peu de justement c'est Urban Dictionary, donc il y avait un côté Rocky au féminin vraiment tout de suite. Ouais. Ok. Et du coup le logo, et c'est marrant parce que j'avais suivi les débats sur le logo. Moi je l'avais effectivement vu au coup de peinture. Évidemment je mettrai les images du logo et vous irez voir dans la note du podcast, bien sûr. J'ai bien conscience que je fais un exercice qui est visuel là. Mais effectivement moi je voyais le coup de peinture quand d'autres y voyaient un trait de rouge à lèvres et d'autres y voyaient du sang de règle, donc parce qu'effectivement le logo est pas alors je veux dire pas net, mais c'est pas très positif présenté comme ça, mais en tout cas c'est des traits, il est dessiné avec des traits et donc on peut y voir de la peinture en mode working progress ou rouge à lèvres sur ton miroir ou sang de règle tracé sur le mur, vraiment en tout cas il y a un côté où il est rouge et après la matière qui trace le logo, je laisserai chacun choisir. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver sur Rocky ici ? Alors l'adresse c'est rockymag.com. www.rockymag.com. Et Rocky ça s'écrit IE à la fin, mais je l'ai déjà dit peut-être. Les liens dans le podcast évidemment. Vous avez un compte Instagram avec désormais le swipe. C'est la grosse nouveauté de la semaine et c'est trop bien. Et alors petit instant confession, je n'avais pas de compte Instagram avant de venir lancer Rocky. Et donc, je galère. J'ai l'impression d'avoir 90 ans. Voilà. Et je remercie Louise, qui est community manager chez Mademoiselle, parce qu'elle m'a bien aidée. Elle m'a appris à faire des stories. Moi, je galère toujours, donc c'est pas une question d'âge. On est bien d'accord là-dessus. C'est vrai, ouais. Okay. Je pense que c'est une histoire d'habitude. Ça va venir peut-être, j'espère. Donc, on peut vous retrouver sur le site évidemment, sur Instagram. Vous avez une page Facebook ? On a une page Facebook, ouais. Alors sur Rocky, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Alors il y a
plein de rubriques différentes, à la fois des sujets sur la vie professionnelle, sur la parentalité, sur l'amour, les relations amoureuses et la sexualité, aussi des sujets plus vie pratique autour de l'immobilier, la gestion de l'argent, la cuisine, des sujets sur la mode et sur la beauté aussi. Qu'est-ce que j'oublie ? Tout ce qui est relations amicales à l'âge adulte, relations avec les parents. On n'a pas encore publié d'article, mais ça arrive. Beaucoup de témoignages, bien sûr, de femmes différentes à qui on donne la parole. Et vous avez également des podcasts. Et on a des podcasts, c'est vrai. On a Histoire de Daron, qui est le podcast de Fabrice, qui maintenant est propulsé par Rocky Mac, je crois que c'est ça le terme exact. Yes. Et on a Histoire de couple. Donc dans Histoire de Daron, Fabrice invite des pères à parler de leur rapport à la paternité. Et dans Histoire de couple, on invite donc Fabrice et moi, un couple, à venir parler de son histoire, de son fonctionnement, de ses projets. Voilà. Histoire de Daron, ça sort un lundi sur 2, c'est ça ? Et Histoire de couple un lundi sur 2. Donc en fait, chaque lundi, il y a un nouvel épisode de podcast sur Rocky. Trop bien. Je vais demander à Fabrice Florent de faire une bande-annonce ou de me donner sa bande-annonce. Comme ça, je les mettrai à la fin du podcast. Peut-être une au début et une à la fin. Et comme ça, n'hésitez pas à aller faire un tour, à voir un petit peu ce qu'il y a sur Rocky. Clémence, quel est le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie ? Je pense que c'est « sois patiente ». Souvent, on m'a reproché de vouloir trop vite obtenir des choses ou de changer de job rapidement quand j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce qui pouvait m'apporter et de ce que je pouvais apporter au projet. Et en fait, je pense que c'est pas bien d'être patiente parce que la vie est courte et qu'il vaut mieux aller vite à la poursuite de celle qu'on aimerait devenir. Bien, merci beaucoup. J'étais trop contente de faire ce podcast avec toi. Merci à toi, c'était très chouette. Il y a un truc que je t'ai déjà dit en privé, mais que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est que vraiment quand on s'est rencontrés, j'ai jamais eu un coup de cœur pour quelqu'un comme j'en ai eu un pour toi. Et je suis tellement heureuse que tu aies rejoint l'équipe. Merci beaucoup. Merci à toi. Je suis en train de pleurer. Ok, c'est un douloureux record parce que c'est le deuxième podcast le plus long que j'ai fait et c'est la deuxième fois que je pleure. De rigoler en même temps. C'est bien les émotions. Comme dirait Dorothée, les émotions c'est très pratique. Merci beaucoup Clémence. Merci Clémence. Yes. Encore un épisode qui se finit en larmes. Moi-même j'étais surprise parce que c'est venu d'un coup. Mais la vérité est que des rencontres comme celle-ci sont rares dans une vie. Alors je tenais à te partager mon coup de cœur pour Clémence Boyer. J'espère que cet épisode t'aura donné envie de suivre son travail sur Rocky, de découvrir les podcasts du magazine, de participer au forum et de t'inscrire à la newsletter qu'elle signe tous les jours et chaque semaine. Merci pour ton écoute et à la semaine prochaine. PS, je répète pas pour l'abonnement, les commentaires, les étoiles, tout le monde connaît la chanson. Voilà, mais je voulais quand même dire 1 milliard de merci pour tout l'amour que vous envoyez à ce podcast. Bisous.